Bonjour, je m'appelle Swanny, bienvenue du côté de chez Swan, le podcast où l'on s'intéresse au trauma et à la manière dont il influence notre rapport à nous-mêmes et aux autres. Chaque semaine sera l'occasion de questionner nos évidences et de pourquoi pas retrouver la naturalité de notre présence au monde. C'est chaque semaine sur Spotify, c'est parti! Vous êtes du côté de chez Swanny, bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode. Je suis ravie, je continue de l'être, de voir que les auditeurs sont toujours de plus en plus nombreux, toujours plus d'abonnés, toujours plus de pays concernés, donc ça me fait grandement plaisir. Je suis également consciente que nous sommes face à une espèce de pénurie d'épisodes en ce moment et que je n'ai pas la possibilité de répondre à un format hebdomadaire, qui serait pourtant le format idéal. C'est la raison pour laquelle, juste avant de commencer l'épisode, j'aimerais vous partager une idée, celle de lancer une campagne de financement participatif GoFundMe, qui permettrait aux éditeurs d'être irrigués de manière un petit peu plus régulière avec ces explications de livres et de contenu. Alors en effet, faire des épisodes c'est du temps de recherche, c'est du temps de lecture, c'est du temps de montage. Et je pense que l'idée de faire ce GoFundMe, ce serait de me dégager plus de temps dans mon emploi du temps, afin d'avoir la capacité de lire, la capacité d'extraire, de synthétiser et de vous partager un petit peu plus régulièrement ce type de contenu. Donc si cela vous intéresse, que vous êtes un auditeur familier et que vous aimeriez m'entendre un petit peu plus souvent, eh bien vous trouverez le lien en description de l'épisode. J'ai également une autre idée, celle de passer sur Patreon. Je pense que c'est Patreon qu'il faut dire. Et l'idée, ce serait donc de pouvoir proposer des épisodes avec un contenu payant. Je pense que Patreon peut être intéressant, ça permet de se rapprocher de sa communauté, et en payant 3 à 5 euros par mois, je pense, on accède à des épisodes exclusifs, des Q&A, des lives, et on a une capacité d'interaction un petit peu plus forte, choisir les sujets, aller dans des directions un petit peu plus personnalisées, donc ça aussi, c'est quelque chose d'intéressant, et c'est la raison pour laquelle, après l'épisode 1 sur le mythe de la normalité qu'on va voir aujourd'hui, eh bien vous aurez le 2 et le 3 disponibles sur Patreon dans la foulée, dans les jours qui suivent. Donc je vais vous tenir au courant sur les réseaux sociaux, vous allez être informé du lancement officiel de Patreon, et donc j'ai hâte de pouvoir me rapprocher de vous, d'avoir un petit peu plus de feedback, pouvoir entendre des suggestions sur des épisodes ou des explications, des choses de cette sorte, pourquoi pas un live Q&A pour poser des questions en direct avec moi également. Donc tout cela se brode en temps réel, et je vous fais participer à cette aventure et vous remercie encore une fois pour votre fidélité, aussi pour tous vos messages de plus en plus nombreux. Donc ravi de savoir que le podcast vous parle, que vous le partagez autour de vous, que le livre également est une source d'inspiration. Et puis je suis ravie de connaître un petit peu plus personnellement ceux qui ont poussé la porte coaching et avec qui donc j'ai pu nouer d'autres types de liens. Donc voilà, ça c'était pour l'introduction. Aujourd'hui, notre sujet c'est chose promise, chose due, mythe de la normalité par Gabor Maté. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un médecin et auteur canadien. Il est également titulaire d'un doctorat en médecine générale et surtout, il a fait du trauma un de ses sujets de travaux majeurs. Lui qui a connu de manière charnelle cette expérience traumatisante. Sa mère juive a dû le confier à des inconnus, si ma mémoire est bonne, lorsqu'il avait même pas encore un an. On est en Hongrie en 1944 et donc naturellement, Gabor Maté développe une peur de l'abandon, des séquelles psychiques, cognitives qui feront l'objet de ses recherches lorsqu'il émigre au Canada et devient médecin. Donc aujourd'hui, il est à la retraite, il est âgé de 80 ans, mais il parcourt le monde et donne des séminaires, des conférences, des interviews, des podcasts, etc. pour partager ce message et le message qui fera donc l'objet de cet épisode. En substance, le voici, ce message. Donc d'un côté, on a des humains avec des besoins spécifiques, besoin de connexion, sentiment d'appartenance, qui est un besoin également, sécurité. Et de l'autre, on a une société extrêmement éloignée de cette réalité physiologique, organique, cognitive, etc. et qui ne prend en compte que les composantes rentables, exploitables, d'un point de vue capitalistique, de ces individus, et qui se débarrasse du reste. Une société installée donc sur le besoin de produire, qui empresse les parents de reprendre le travail, parfois quelques semaines seulement, après l'accouchement dans certains pays comme aux États-Unis. Entre parenthèses, je me demande d'ailleurs s'il ne faut pas relier cette monstrueuse machine capitalistique américaine avec l'état de la santé de sa population, avec le taux de criminalité, le taux de serial killer et tout ce qu'on peut connaître de cette réalité américaine. Rien qu'en 2020, 21 500 personnes ont été tuées par homicide aux États-Unis, donc ce sont des chiffres qui parlent. Le comportement des Américains a également été illustré post-Covid, lorsque on a pu voyager à nouveau, et vous savez, dans les faits divers, on a pu voir des scènes un petit peu surprenante avec des adultes qui se retrouvaient scotchés à leur siège dans l'avion parce qu'ils avaient refusé un ordre, ils n'avaient pas su gérer leur frustration et avaient dû être immobilisés par le personnel de bord.
Donc des adultes qui agissent comme des enfants de 5 ans, qui sont incapables d'obéir à des règles simples ou de respecter les limites de l'autre. Incapables, on pourrait presque dire, d'habiter leur cortex préfrontal, mais on va éviter de parler comme ça puisqu'on n'est pas des experts. Donc lorsque ça arrive 2-3 fois dans un avion, on peut se dire, bon ben voilà, les gens sont nerveux, ils sortent d'une crise mondiale. Et puis lorsque des hôtesses doivent faire des formations spécifiques pour apprendre à maîtriser ces grands enfants, on se dit qu'il y a peut-être un problème sous-jacent. Avec la parenthèse américaine, on pourrait également parler de Trump, qui est quand même, sur le plan psychiatrique, un personnage intéressant à étudier. Donc Trump, avec l'absence de nuances, avec la vision binaire, avec l'usage de superlatifs, le monde qui est divisé en bons et en méchants, et puis il n'y a pas de contour, il n'y a pas de pas vers l'autre, c'est de la brutalité et de la manipulation. Tout cela, c'est un comportement d'enfant de 5 ans. Le comportement d'un adulte qui est resté bloqué sur le plan développemental à 5 ans. Naturellement, on n'est pas en train de pointer du doigt la population américaine en tant que telle, parce qu'on pourrait parler d'autres populations, mais c'est intéressant de voir que une de ces nations qui a fait du capitalisme sa seule boussole et qui a mis en dernier plan les besoins de développement humain des enfants, parce que tout est tourné autour de la production et du capital, c'est intéressant d'étudier ce qui se passe. Et donc ce livre du docteur Gabor Maté, Le mythe de la normalité, eh bien il dénonce de manière documentée et dans le détail cette totale inadéquation. Donc on a un être humain qui est parfaitement complexe, et une société qui nous dit, bah non, c'est simple, tu te réveilles, tu laisses tes enfants à la crèche et tu vas bosser. C'est tout. Tu les laisses pleurer s'ils pleurent, parce que comme ça va les former, ça va les discipliner. Et on sait aujourd'hui, parce que vous avez peut-être écouté les premiers épisodes, que sur le plan scientifique, c'est la pire chose qu'on puisse faire si on veut pas ensuite voir émerger un trouble de l'attachement, un attachement anxieux, évitant, ou même un trouble narcissique de la personnalité. Donc on sait que scientifiquement ça n'a pas de sens, mais le capital dit il faut avancer quand même. The show must go on. Et puis cet enfant qu'on laisse collapser dans sa chambre, avec qui on est rigide et dont on ne répond pas aux besoins spécifiques, il se dit nul ne sert de crier, personne ne viendra. Et à l'âge adulte, ce modus operandi perdure. Donc pourquoi on a cette conversation aujourd'hui ? Réponse dans l'explosion des taux de maladies, cancer, maladies auto-immunes, etc. Parce que pour Gabor Maté, c'est le prisme de la médecine qui l'intéresse par rapport au trauma. C'est un docteur qui a été confronté donc à plusieurs réalisations dans sa carrière. Il a pu remarquer que les professionnels comme lui étaient formés à traiter un aspect spécifique des individus. Vous avez mal au cœur, vous allez voir un cardiologue, c'est ciblé, circonscrit. Et ce qu'il a observé en parallèle donc de tout cela, c'est que les personnes qu'il accueillait en soins palliatifs, et donc qui avaient été suivies de manière ciblée de cette manière-là, pour tel et tel cancer ou maladie, avaient plus ou moins les mêmes profils. Pire encore, il a remarqué que telle maladie semblait concerner tel type de personnalité, de rapport au monde. Et donc comment on peut expliquer cela ? Comment autant de personnes similaires peuvent se retrouver dans des soins palliatifs sans que personne ne pense à faire une cartographie de leur fonctionnement pour essayer de remonter un petit peu plus en amont et essayer d'avoir un regard un peu plus macro sur la situation. Et donc, selon le docteur, l'un des problèmes vient du fait qu'il y a un rejet, jusqu'aujourd'hui encore dans la profession, de tout cet aspect émotionnel, trauma, dans la formation des médecins. On a un corps, il est malade, on localise physiquement le mal, et basta. L'idée que les traumas de l'enfance ou un certain type de personnalité adaptative puissent provoquer des symptômes, ça paraît encore parfois farfelu ou non scientifique, c'est hippie, c'est new age, c'est pas quelque chose de rationnel. Et donc il tend à démontrer dans son livre comment cette approche de la médecine présente des angles morts considérables. Et il va même plus loin puisqu'il nous explique que les maladies ne devraient pas être vues comme des espèces d'entités malveillantes qui viennent de l'extérieur pour imposer leur nocivité indépendamment de tout contexte individuel, mais plutôt comme l'aboutissement d'un processus long dans la vie de la personne. Heureusement, il n'est pas le seul à penser comme ça. On a des endocrinologues, des spécialistes en tout genre qui également essayent de relier ces éléments pour faire sens de cet état de fait. Et c'est encore une manière de voir le monde qui reste assez minoritaire malheureusement aujourd'hui, nous décrit Gabor Maté. Et une des choses intéressantes qu'il partage en propos liminaires, c'est de dire que le stress en lui-même n'est pas l'élément qui tue. Parce qu'on entend le stress tue, c'est pas aussi simple. C'est, selon lui, l'interconnexion de l'élément stress avec d'autres facteurs qui va être problématique. Le stress, en tant que tel, nous dit-il, ne cause pas le cancer. Ce que les spécialistes indiquent, c'est plutôt que le stress, cumulé à d'autres facteurs comme l'humeur, notre stratégie de contournement de la douleur, ou l'absence de soutien autour de nous, peuvent faciliter le développement de cellules cancérigènes, mais pas le stress tout seul, de manière isolée. Et la simple raison à cela, c'est que notre organisme est confronté à ces mêmes cellules en permanence. Donc son travail, c'est de gérer près de 37 trillions de cellules à tout état de leur développement.
Et donc durant leur croissance, il n'est pas rare que certaines cellules malignes se développent naturellement comme un espèce de corollaire de ces divisions successives. Et donc dans des conditions normales, l'organisme a la capacité d'éliminer ces menaces. Et lors des autopsies, ils se rendent compte que beaucoup de femmes meurent avec des cellules malignes de cancer de sein sans jamais l'avoir développé, ou d'hommes de la prostate sans jamais avoir été malades. Et donc la question qui pose, c'est qu'est-ce qui provoque le développement de ces cellules en maladie ? Donc oui, le stress est incendiaire naturellement, puisqu'il va entraîner, nous dit-il, la libération dans le sang de protéines inflammatoires, qui ensuite, ces protéines vont impacter l'ADN, qui pourtant est responsable de la reconnaissance des cellules malignes, donc on voit un petit peu l'effet de chaîne. Le stress peut également désactiver les gènes qui sont chargés de supprimer ces tumeurs, voire activer des menaces chimiques qui sont favorables au développement de la maladie. Il a une action. Mais il s'agit surtout d'un procédé qui est multifacette et qui résulte d'un déséquilibre sur le temps long. L'une des choses que les maladies ont en commun, selon le docteur Maté, c'est l'inflammation, qui agit comme un engrais. Et lorsque les gens se sentent insécures pendant de longues périodes, à cause de leur couleur de peau, de leur statut social, à cause de leur genre, de leur sexualité, etc., eh bien, notre organisme est programmé pour activer ces gènes qui sont responsables des inflammations pendant ces moments-là de la vie. Donc les maladies ne sont pas, selon Gabor Maté, des entités abstraites, sans aucun lien de causalité avec la condition de notre existence. Au contraire, il avance l'idée qu'elles trouvent un terreau fertile dans la mise sous silence de nos besoins. Parce que ce qui est mis sous silence dans tout ce qu'on a cité plus haut, la race, le statut, etc., c'est le besoin d'appartenance, le besoin de faire corps, le besoin de se sentir un être humain inséré dans un corps social. Donc, le syndrome de la bonne personne, la compulsion à pousser toujours plus loin ses limites pour être accepté par les autres, tout cela agit comme un espèce d'engrais qui va fragiliser non seulement la santé mentale et psychique et émotionnelle de la personne, mais également sa santé tout court. Et ça commence dès la naissance, avec nos tout premiers besoins, l'attachement notamment. Sauf que si les parents ont dû retourner travailler au bout de 3 mois, ou qu'il y a eu un décès, une séparation, une catastrophe, une situation d'abus, que va faire l'enfant pour répondre à ce besoin qu'il décrit comme aussi vital que l'oxygène ? C'est un besoin auquel il ne peut pas renoncer, c'est inscrit dans nos gènes. Il y a un deuxième besoin qui est tout aussi vital que l'attachement, nous dit Gabor Maté, c'est l'authenticité. L'authenticité, c'est pas un gadget, c'est pas un luxe, c'est pas un confort, c'est ce qu'on fait parce qu'on est moderne et branché. L'authenticité, nous dit-il, ça fait partie de ces besoins irrémédiables, irrépressibles, tout aussi nécessaires que respirer. Sauf que, lorsque l'enfant ne peut pas répondre à son besoin de fusion, d'amour inconditionnel, de sécurité, qu'est-ce qu'il va faire ? À quoi il va devoir renoncer entre l'attachement d'un côté et l'authenticité de l'autre ? Il va devoir renoncer à l'authenticité. Et cette authenticité va être remplacée par une personnalité traumatique, des comportements adaptatifs. Le fonceur toujours occupé, le fantôme, l'acariâtre, le people pleaser. Donc on a fait plusieurs épisodes sur ces sujets, sur les sous-personnalités made in trauma, c'est très intéressant. Si vous n'avez pas écouté, je vous les recommande. Mais si vous vous reconnaissez dans ces sous-catégories, qui sont liées donc au fight, flight, freeze and fawn, eh bien, vous avez dû renoncer à un moment de votre développement à des besoins réels, des besoins avérés. Donc vous avez dû renoncer à votre vraie personnalité, celle qui inclut ces besoins. Et ils ont été remplacés par une manière d'exister qui est une adaptation permettant de garantir à l'enfant un minimum d'attachement. Mais un attachement quand même. Toutes les personnes qui l'interrogent dans ses soins palliatifs répondent la même chose. Je cite, « J'ai toujours eu peur de décevoir, j'ai toujours eu besoin de plaire de manière compulsive, je ne pouvais pas dire non, j'étais le sauveur. » Et donc ce stress chronique qui vient de la constante coupure d'avec ses besoins réels, selon Gabor Maté, est la racine du mal. Et des fois, il rencontre des personnes qui lui disent qu'il leur a fallu un diagnostic de type stade 4 pour, enfin, pour la première fois, penser à eux-mêmes. Et donc il ne s'agit pas de blâmer les patients, parce que ce serait cruel et non scientifique, évidemment, nous dit-il, mais il s'agit d'illustrer comment le rejet du lien entre corps et esprit pose problème, cette coupure, cette dissociation, cette manière de dire « j'ai pas de besoin, je suis indépendante, j'ai besoin de rien », cette dissociation. Donc il ne s'agit pas de faire porter aux patients la responsabilité de leur maladie, mais de montrer scientifiquement la connexion entre traits de personnalité et maladie.
entre comportement adaptatif et maladie. Ce qui veut dire aussi que, dans le sens inverse, l'acceptation de soi, le pardon de soi, tout cela, sont des composantes de la guérison. Donc le lien entre trait de personnalité et maladie, ça peut être ce que l'on observe chez des personnes au tempérament irascible, avec une grande susceptibilité, qui vont avoir souvent des problèmes cardiaques, de problèmes de tension artérielle, et c'est la raison pour laquelle Hippocrate parlait déjà de tempérament colérique, de bile, je ne sais pas si vous vous souvenez des cours, et en 1896, c'était une thèse qu'il étayait déjà, sachant que c'est quand même le père de la médecine moderne. Donc, il y aurait, selon Gabor Maté, une certaine catégorie de personnes dont la personnalité serait associée à certaines maladies. Par exemple, être extrêmement complaisant, toujours apaiser les autres, être patient, non assertif, n'exprimer aucune émotion négative, ne pas se mettre en colère, surtout pas. Être complaisant vis-à-vis de l'autorité, même lorsqu'elle est injuste, tout cela fait partie d'une espèce d'un champ lexical du renoncement de soi, de la dissociation, et pose problème en termes de santé à long terme. Par exemple, les malades qui souffrent de mélanome sont décrits comme gentils, mais gentils à l'excès, se plaignent jamais, sont passifs, non assertifs encore, des personnes avec le besoin irrépressible de plaire et d'arranger tout le monde, de satisfaire tout le monde, et donc cela se voit dans leur anxiété, y compris lorsqu'ils ont été déclarés malades. Parce qu'ils sont essentiellement tournés, même à cet instant-là, vers l'inconvénient que leur état va provoquer chez les autres. Ils sont anxieux de l'effet que cela aura sur leur famille, sur leur conjoint, et restent parfois dans l'auto-abnégation, encore après le diagnostic pour certains. Ils ne peuvent pas prendre de place, ils se sentent mal à l'aise avec le fait de créer une disruption dans le réel. Et donc, ils se sentent coupables de ne pas pouvoir soutenir leur partenaire ou de présenter un fardeau, tout court. Vous voyez les effets à long terme de ne pas vouloir prendre de place et de se faire petit. Or, les recherches, nous dit le docteur Maté, indiquent que le stress qui est induit par la suppression permanente de ces besoins perturbe notre fonctionnement physiologique et notre système immunitaire. Oui, il n'y a pas de coupure. On est comme une espèce d'entité complète. Émotions, physiologie, tout cela, ça collabore. Et donc les gens gentils, qui mettent les autres devant eux, qui répriment leurs émotions négatives, entre guillemets, vont être surreprésentés dans les maladies chroniques, et en soins palliatifs. Ça, c'est l'auteur qui nous le dit, et donc dans son livre « Le mythe de la normalité », vous avez les statistiques, les noms, les références scientifiques. Là, on fait une synthèse. Et donc, ils ont, de par leur composition psychologique, un risque plus élevé de cancer, de problèmes de santé, et en général, la raison à cela, elle est claire, selon lui, c'est que l'action de se réprimer nous retire la capacité à nous protéger du stress. Cette répression est une tension. Cette tension cache du stress de manière sous-jacente et ce stress va avoir un effet en chaîne sur notre vie cellulaire, sur notre ADN et in fine sur notre état de santé général. Ils ont fait une étude assez intéressante avec 3 groupes de personnes qui consistait à les exposer à des stimuli désagréables, à des mots de type « tu mérites de souffrir »,« tu es moche »,« personne ne t'aime »,« tout est de ta faute », pour étudier leur réaction. Parmi ces 3 groupes, il y avait des patients qui souffraient d'un mélanome, d'autres qui souffraient de maladies cardiaques, et d'autres qui n'avaient pas de maladie. Le premier groupe, donc, qui souffrait de mélanome, et c'est intéressant à étudier, présentait un grand écart dans leur degré de désagrément avec le reste. Ils repoussaient leurs émotions tellement en dehors de leur conscience qu'ils ne se rendaient pas compte de leur stress. Et dans ce cas-là, il y a peu de choses à faire pour se protéger des effets physiologiques à long terme de la condition de stress. Parce que si les choses ne sont pas exprimées, repérées, eh bien elles passent sous les radars. Et c'est la raison pour laquelle cette connexion entre le corps et l'esprit n'est pas juste le fruit d'une construction. La preuve, dans ces cas-là, où il y a une suppression systématique de sa réalité organique, c'est l'ensemble de réactions physiques néfastes que les médecins vont pouvoir observer dans ces études, notamment. L'effet de cette suppression a été étudié par des chercheurs qui sont partis du postulat suivant. Si j'ai peur et que je choisis de me le cacher à moi-même, eh bien je ne supprime pas la peur qui est devenue inconsciente, je ne supprime que l'émotion. Et c'est un postulat qui peut être valide dans certaines circonstances où il vaut mieux se protéger de cette manière, mais ça devient pathologique lorsque on parle d'automatisation
de cette dissimulation à soi-même tout au long de sa vie. Et donc les maladies qui en découlent, étudie le docteur, ce sont des maladies auto-immunes, des migraines, de l'endométriose, de la fatigue chronique, et tout cela révèle selon lui cet impact à long terme de cette stratégie adaptative par rapport au monde. La mise au service des autres tout en ignorant ses propres besoins. Des personnes qu'il décrit comme rigides dans leur identification avec leur rôle social, avec leur sens du devoir, avec le sens de la responsabilité. C'est des gens qui vont être hyper ambitieux, très impliqués, mais dont l'attention est essentiellement à l'extérieur d'elles-mêmes et de leur réalité physique. Comme si elles devaient justifier leur existence par l'action de toujours faire quelque chose, défendre quelque chose, protéger quelqu'un, de donner. Sauf que, en tant qu'être humain, faire cela en permanence, c'est inévitablement supprimer au passage sa capacité de protection, sa colère véritable, avec des croyances de type « je suis responsable du bonheur des autres », des émotions des autres, « je dois me sacrifier pour que la paix soit sauve », « je ne dois en aucun cas décevoir quiconque », même si tout cela est inconscient, qu'ils le font en souriant. Donc ce que Gabor Maté nous dit, c'est que nous ne sommes pas nés avec ces traits. Lorsqu'un nourrisson doit pleurer, il ne craint pas de déranger avec ses cris. Ce sont des choses que l'on développe par la suite, parce qu'on nous l'a appris, et que cela devient, par la force de l'habitude, du people pleasing installé. Donc c'est une adaptation qui a pour but de préserver quelque chose de non négociable, l'attachement auquel est reliée notre survie. Et là où les choses se compliquent, c'est lorsque la culture normalise ces dysfonctions en chaîne, en célébrant notamment les personnes ultra compétitives, ultra ambitieuses, ultra productives, coupées de toute contingence humaine, des machines qui vont sacrifier le reste de leurs besoins pour le travail. Et donc on identifie tout cela à une prouesse, à du succès, à de la réussite, alors que c'est un danger, que c'est du déni et que c'est potentiellement mortel. Et ça, c'est pas populaire comme thèse. Et donc, selon lui, on peut tout à fait être généreux et utile au corps social. Il ne s'agit pas de vivre de manière complètement égoïste et narcissique. Mais l'idée, c'est que cela se fasse sans se couper de ce qu'on en ressent. En s'autorisant à dire merde lorsqu'on en a besoin, à se mettre en colère, à fixer des limites, etc. Et on peut faire preuve d'autant plus de compassion envers les autres lorsque l'on honore déjà ce que l'on ressent réellement nous-mêmes, dans un rapport plus juste qui n'est pas calculé, qui n'est pas transactionnel. On peut aider une personne qui vit une épreuve sans le faire de manière absolue, en choisissant d'allouer 3 heures, par exemple, à ce soutien et non pas toute une journée ou des mois entiers pour être un petit peu plus à l'écoute de soi-même. D'ailleurs, durant les enterrements, il est toujours frappé, nous dit-il, d'observer les discours des proches qui célèbrent la personne disparue. Le champ lexical de ces personnes parties trop tôt, qui sont célébrées par leur entourage, c'est souvent le champ lexical de l'abnégation. Et il est étonné, Gabor Maté, de voir que personne ne fait le lien entre cette abnégation et le décès précoce. Donc il parle d'un médecin, par exemple, qui est mort d'un cancer et qui avait une relation très particulière avec ses parents. Il devait dîner avec eux tous les soirs, parce que sa mère l'exigeait, malgré les besoins de sa femme et de ses enfants. Et ensuite, ça l'obligeait à remanger une deuxième fois en rentrant pour ne pas décevoir cette fois-ci son épouse. Il a été décrit après sa mort comme quelqu'un qui n'avait aucun conflit, qui n'avait pas d'ego, et qui se fondait dans son environnement partout, tout le temps, ne faisait jamais preuve d'arrogance. Et pour Gabor Maté, ne pas avoir d'ego, c'est un problème, car l'ego sain est extrêmement important pour construire une identité stable de soi, pour avoir le respect de soi, pour s'auto-réguler. C'est la séparation entre nous et les autres, c'est pas plus grave que ça. Donc c'est une capacité vitale pour vivre une vie d'être humain normale. Donc supprimer ou réprimer ces émotions en refusant d'éprouver une colère saine, par exemple, eh bien ça compromet à long terme notre système immunitaire. Et les profils types des personnes dont la santé finit par en pâtir sont en réalité des comportements, des schémas, qui peuvent donc être modifiés. Parce que ce n'est pas la réelle personnalité de la personne, c'est sa personnalité adaptative, post-trauma. D'où cet épisode, sinon on se tire une balle et c'est terminé. Donc personne ne naît avec ces schémas déjà installés. On peut donc heureusement les désapprendre dans le temps, même si, vous en conviendrez, et il le dit d'ailleurs, rien n'est moins évident. Alors d'où viennent ces schémas ? Eh bien, ils nous viennent de cette tension, nous dit l'auteur, entre deux besoins essentiels, on l'a dit, l'attachement d'une part, l'authenticité de l'autre, parce que c'est ici que va apparaître cette déconnexion d'avec soi pour survivre. Chaque nourrisson recherche la proximité. Et d'ailleurs, nous sommes les mammifères avec le développement le plus long.
On a ce besoin d'attachement beaucoup plus longtemps que les autres espèces. Pleurer, hurler par exemple, ça permet aux adultes de rester engagés, soucieux, méticuleux, et être carencés en ce sens, de ne pas pouvoir s'exprimer de manière aussi authentique, va produire des effets en chaîne sur notre physiologie, notamment pour le développement de ces comportements adaptatifs, et la manière dont on a été élevé, la manière dont on a répondu à nos besoins lorsqu'on était nourrisson et enfant et adolescent, etc., est en lien direct avec notre comportement dans nos relations, dans notre famille, avec nos amis, au travail, en politique, etc. C'est un problème majeur dans notre culture, dit-il, où la frustration autour de l'attachement se voit partout. L'autre besoin essentiel dont il nous parle, l'authenticité, c'est le fait d'être vrai vis-à-vis de soi. Être vrai vis-à-vis de soi. Et vous, auditeurs, si vous y réfléchissez de manière un petit peu rapide, est-ce que vous savez le nombre de relations dans lesquelles vous pouvez réellement être vrai vis-à-vis de vous-même, sans masquer, sans rogner sur vos marges? Question intéressante. Le docteur nous dit qu'il s'agit d'un besoin ancré dans la survie humaine. Il est donc instinctif. L'authenticité, c'est instinctif. Et cette authenticité consiste à reconnaître le message de nos tripes et à l'honorer. Être connecté à son essence unique et naviguer le monde à travers elle. C'est quelque chose donc de non rigide, c'est même inclusif, mais c'est un GPS interne. Et c'est ce qui nous permet d'être à la fois l'auteur et l'autorité de nos vies. C'est intéressant. Auteur et autorité de nos vies. Donc la phase 1, c'est l'attachement. On ne peut pas y renoncer. C'est comme ça, on a besoin de s'attacher. Donc lorsque quelque chose menace cet attachement, ce que je jette en premier, c'est mon authenticité. J'ai pas le choix. Donc je vais cacher mes émotions, y compris à moi-même. Et je vais répéter cette formule à chaque fois que ce sera nécessaire. Parce que le dilemme est simple, c'est être moi-même, avec mes vrais besoins, ou être seul. Ce qui n'est pas possible. C'est une transaction tragique, nous dit-il. On va échanger notre authenticité pour un petit peu d'attachement, ce qui devrait pourtant être complètement naturel et gratuit. Donc on ne peut pas réellement couper nos besoins et nos émotions, donc on va développer une perception de nos besoins valides qui sont liés à l'acceptation du monde. L'amour et la survie sont des synonymes durant les premières années de la vie. L'adaptation en soi n'est pas un problème, dit Gabor Maté. C'est ok de s'adapter. Le problème, c'est que elle est censée répondre à une situation délimitée dans le temps. Il prend l'exemple du froid. On se couvre davantage en plein hiver. Si on est en doudoune en plein été, il y a un problème, on se met en danger. Et notre personnalité fonctionne exactement de la même manière. On encourt les mêmes risques si on ne bouge pas lorsque les conditions changent, même si on ne se doute en rien de ce danger. Et beaucoup de traits de personnalité dont on pense qu'ils nous définissent portent finalement les stigmates de ces blessures du silence. Et si l'on n'y prête pas attention, on devient en grandissant hyper préoccupé par notre apparence physique. On ne se voit plus comme aimable, charmant, charmante, ou comme possédant de la valeur. Et on va développer le statut de l'infirmière compulsive qui va s'occuper de tout le monde. Pour masquer cette faille, on va donner une aide indéfectible aux autres. Donc ce qui était censé nous aider à survivre dans un moment donné de notre vie va aujourd'hui donner lieu à une attitude qui est complètement inadaptée et qui en plus est dangereuse pour notre santé et puis même pour notre intégrité physique. On pense notamment aux relations toxiques et violentes. Le tout avec l'assentiment de notre société qui applaudit. C'est bien d'avoir de l'abnégation. C'est bien d'avoir l'air physiquement parfait. D'avoir une Lexus, une CSP+. Mais lorsque c'est le pipeline qui nous connecte à notre valeur propre, tout cela devient toxique, cancérigène, mortel. Et c'est de cela dont il est question dans le livre de Gabor Maté. Il faut désactiver, désautomatiser ces comportements adaptatifs et on verra comment dans les prochains épisodes. Et ces comportements, donc, il les décrit comme addictifs alors même qu'ils ne fonctionnent pas. En dehors d'une courte durée, ils ne fonctionnent plus. On ne peut pas rester dans un abri de fortune censé nous sécuriser uniquement durant une tempête. Donc à un moment ça ne marche plus et ce ne serait pas triste si ça ne nous rendait pas en plus malade. Et il dit, je cite, il est difficile de se débarrasser d'une stratégie qui marche presque. Voyez ? Mais le soulagement qui vient de ce surinvestissement dans la force ne dure pas. Et il faut souvent une relation catastrophique, un divorce, une addiction ou une maladie pour créer une disruption de ce fonctionnement. C'est la crise de la quarantaine pour certains, une dépression, etc. qui pointe dans la direction de nos besoins fondamentaux qu'on a dû larguer dès le départ. On a appris à réprimer la rage, à ravaler la colère, à encaisser, à survivre, à se déconnecter de nos émotions pour survivre.
Et c'est cela qu'il convient de désinstaller impérativement pour sauver sa vie. L'idée qui consiste à être une bonne personne, docile, pour être aimée, doit être désinstallée. Et il continue en disant « Il n'y a pas de culpabilité là où il n'y a pas de choix. » Aviez-vous le choix, à 3 ans, 4 ans, 5 ans, d'adopter ces stratégies de survie ? Absolument pas. Durant l'enfance, vous n'aviez pas d'autre solution que de chercher à tout prix, à créer de l'attachement. Donc vous avez renoncé à votre authenticité. Le choix, il n'apparaît pour vous qu'à partir de maintenant. Vous n'avez plus besoin de supprimer votre essence réelle pour survivre, et vous pouvez même prendre la direction de la prise de conscience et de la compassion. Durant les 2 premières années de la vie, nous dit Gabor Maté, les enfants ont des besoins irréductibles, donc ce ne sont pas des besoins culturels, conjoncturels, cultuels, genrés, encore moins de classe. Ce sont des besoins irréductibles, car ils naissent sans avoir la moindre idée de qui ils sont, ces enfants. Et c'est à travers leurs sensations qu'une trajectoire se trace pour leur vie future. Nous découvrons donc ce que nous sommes par le biais de ce que l'on ressent dans notre cellule familiale. Vous vous sentez aujourd'hui de la manière exacte dont vous vous sentiez en lien direct avec ce que votre famille, vos proches, vous ont fait ressentir en termes d'identité. Et cette connaissance sensorielle prend le dessus sur l'intellect et sur la rationalité. C'est la raison pour laquelle les personnes sont très au courant de leur comportement, de leur biais cognitif, mais n'arrivent pas à en sortir. C'est pas de l'intellect, c'est du ressenti. Je peux comprendre rationnellement que je ne suis pas une merde, ça m'empêche pas de le ressentir. Nous sommes des créatures sensorielles, nous dit-il. Et sur cette base, la manière dont on élève nos enfants, aujourd'hui, est selon Gabor Maté une erreur totale. Parce qu'en totale contradiction avec leurs besoins réels. Pas les besoins du marché, pas les besoins de l'époque, pas les besoins des modes. Des besoins réels qui sont créés par l'évolution et qui ne se désinstallent pas à l'envie. Donc ce ne sont pas des besoins que l'on peut déprogrammer parce qu'ils dérangent, parce qu'on est moderne, évolué, on n'a plus besoin de ça, on est indépendant. Et donc l'idée qui consisterait à dire « j'élève mes enfants à la dure, je les prépare au monde réel » est complètement caduque dans cette approche-là. Et les neurosciences aujourd'hui font des recherches sur la primauté de ce ressenti. Et les neurosciences, et c'est encore plus intéressant, pointent l'erreur de Descartes sur la raison, qui prendrait le dessus sur les émotions. Le côté « je pense donc je suis » est remplacé par « je ressens donc je suis », avant même de savoir que je pense. Et encore plus intéressant, l'émotionnel, il se branche avant la naissance, bien avant que le cortex ne se développe. Le système nerveux est parcouru de nos émotions, de nos ressentis durant toutes ces premières années, y compris in utero. Donc la rationalité ne prend pas le dessus sur le ressenti, nous dit Gabor Maté, et la rationalité n'est pas supérieure à la régulation biologique du corps. Je cite, « ce qu'il ressent avant qu'il ne puisse penser, en parlant de cet enfant, détermine le type de pensée qu'il aura, même avant que les pensées ne soient possibles. » Donc les premières expériences vont modifier les schémas de pensée, schémas émotionnels, pensée inconsciente, la manière d'apprendre, la dynamique des relations, la capacité à encaisser le stress et à se détendre et à s'auto-réguler. Et c'est pour ça que parfois en séance, j'ai des personnes qui se jugent coupables, s'estiment coupables de mal penser ou d'être déprimées ou de ne pas être fortes ou de ne pas réussir à simplement être heureuses, en se voyant comme un élément isolé et en oubliant qu'elles sont dans un cercle, contenues dans un cercle plus grand, dans un cercle plus grand et dans un autre cercle plus grand. C'est le contexte géopolitique, économique, racial, familial, etc. Tout cela, c'est comme des vagues qui viennent impacter le noyau central que nous sommes. Sur le développement des enfants, même l'Institut d'Harvard explique que l'architecture du cerveau est tributaire d'un processus qui commence avant la naissance et continue ensuite. Et c'est là que l'on retrouve la fondation de la santé et la fondation de la capacité d'apprentissage. C'est à la fois le fruit de l'expression de nos gènes, mais aussi de la manière dont ces expériences vont nous influencer et influencent le développement de notre cerveau. Tout cela est une question d'influence et notamment le degré d'attention que nos parents nous portent durant ces premières années. Ces années sont la base fragile ou solide sur laquelle tout notre être va être construit. Et c'est la raison pour laquelle se juger durement d'être dysfonctionnel ou déprimé ou bipolaire ou que sais-je ne raconte qu'une partie de notre histoire.
La santé émotionnelle, ou son absence, tire leur source de tout cela. Donc notre société, sous cette lecture, a besoin d'un sérieux reset, d'une mise à jour urgente. L'anxiété à l'attachement est partout, et les applis de rencontre, finalement, qui connaissent un déclin aujourd'hui, n'ont été que le thermomètre de ce dysfonctionnement, elles ne l'ont pas créé. La solution ne viendra pas de leur extinction, mais de la révision de la structure qui a rendu la toxicité de ces rencontres possible. En l'occurrence, la société. Toxique parmi les toxiques, mais que l'on pointe finalement rarement du doigt. C'est de la faute des femmes, c'est de la faute des hommes, c'est de la faute de l'époque, et on a du mal à penser en termes sociétals. Dans le livre de Gabor Maté, on nous explique que l'inconscient se développe en premier, et ensuite vient l'intellect. C'est aussi la raison pour laquelle on ne guérit pas en passant donc seulement par l'intellect, comme on l'a dit. Le cerveau émotionnel est l'architecture primaire sur laquelle l'enfant bâtit son sens de la sécurité, ainsi que sa relation aux autres. La connexion avec ses émotions, tout cela va venir de son cerveau émotionnel, qui est donc influencé par la manière dont il est traité, élevé, aimé dans les premières années de sa vie. Si son environnement a une réponse saine à son arrivée au monde, que les proches ne sont pas noyés dans le stress ou occupés, fatigués, eh bien il peut se développer de manière optimale. Donc, est-ce que vous voyez à quel point tout ce que vous ressentez n'est pas votre faute? Être en bonne santé émotionnelle, nous dit Gabor Maté, vient de la connexion saine avec des parents non stressés, attentifs, aimants, rassurants, constants. Et maintenant, levez la main ceux qui ont eu droit à cela. J'ai même parfois des personnes en sciences qui me disent je comprends pas, mon trauma, j'avais une belle maison, mes parents étaient là, ils étaient médecins, et pourtant j'ai un trouble de l'attachement, je me fais manipuler, ou je n'arrive pas à m'imposer, j'arrive pas à m'exprimer, etc. Donc on nous a donné toute une fausse narration de ce que c'est que les besoins des enfants. C'est la maison, les parents, le travail. Tout cela, c'est censé garantir le bonheur. Et donc lorsque vous n'arrivez pas à obtenir du bonheur malgré un bon niveau social, vous vous culpabilisez en plus. Mais pourquoi je ne vais pas bien, mais pourquoi je suis déprimée, j'ai tout vu, j'ai pas le droit de dire que j'ai été traumatisée. Pourtant, ils n'ont pas eu de parents connectés, ils n'ont pas eu de parents attentifs, et ils n'ont pas eu de parents avenants. Ou alors, c'était irrégulier, incertain. Il n'est pas question de créer des parents parfaits, parce que dans ce cas, on serait quand même mal avancé, mais des parents consacrés aux besoins irréductibles de leurs enfants. Gabor Maté insiste, il ne s'agit pas de crucifier les parents. Il est père lui-même, et donc son fils, qui a beaucoup souffert de son éducation, de sa froideur, de son trauma, participe d'ailleurs à ce livre, et il a été assez transparent sur ses échecs en tant que parent. Bien que médecin, bien qu'informé, il a fallu une guérison aussi. Donc blâmer les parents revient à de la cruauté, nous dit-il, puisque ça n'a aucun sens, si on ne prend pas en compte le sujet, le contexte un peu plus sociétal, et le cadre un peu plus large dans lequel ces parents évoluent. Aujourd'hui, on a un taux de dépression des enfants qui est stratosphérique, un pic de troubles de l'attention avec hyperactivité, et un pic de comportements destructeurs chez ces enfants. Et on se demande comment on en est arrivé là. Est-ce que c'est juste des mauvais parents, ou est-ce qu'on est dans une société toxique? On en est arrivé là en manquant les besoins essentiels à notre développement. Élever un enfant, nous dit-il, c'est l'emmener à son plein potentiel en tant qu'être humain. Les enfants doivent se sentir invités à exister exactement tels qu'ils sont déjà. Et donc, la tâche première du parent, au-delà de la survie, doit être d'envoyer un message énergétique, je le cite, il lui indique qu'il est exactement qui il doit être et qu'il est le bienvenu, qu'il est désiré tel quel. Vous voyez? Et là, beaucoup de parents se grattent la tête en se disant c'est compliqué, moi je voulais que mon enfant fasse de la flûte, du théâtre, du foot, soit médecin, et donc je l'ai moulé à s'écraser pour correspondre à mon besoin ou à ma vision de ce que devait être sa performance pour le protéger dans ce monde capitaliste. Mais dans tous les cas, et bien que finalement les parents se retrouvent enserrés dans des liens qui leur échappent, dans tous les cas, les besoins irrépressibles d'authenticité et d'attachement se retrouvent là encore en tension et ne permettent pas aux parents d'être dans ce rôle d'accoucheur des âmes libres. Donc le message qui peut être envoyé aux enfants, nous dit Gabor Maté sur le plan scientifique, c'est qu'ils ne doivent rien faire de plus pour gagner notre amour et l'appartenance qu'on leur doit. Est-ce que cela veut dire qu'il faut tolérer tout leur comportement? Non.
parce qu'ils ont besoin d'être guidés, d'apprendre les limites, mais l'idée est d'arriver à leur enseigner tout en gardant une base d'amour inconditionnel. C'est-à-dire l'idée que rien de ce qu'ils pourront faire ne présentera une menace à cet édifice d'amour. Donc il ne s'agit pas de punir des comportements, mais d'adresser le besoin derrière ce comportement. Notre biologie nous offre un potentiel, mais ce potentiel ne peut se réaliser dans l'absence d'amour permanent. Et le problème dans notre société, c'est que cet apport nourricier est compromis de 1000 manières. Et à ce stade, vous comprenez mieux pourquoi il parle de culture toxique. C'est méta, c'est pas simplement le comportement des individus. Parce que comment éduquer un enfant dans ces conditions, avec la cadence de nos vies actuelles? Si on rajoute en plus le taux de famille monoparentale, le contexte économique, les cellules familiales explosées, et la nécessité de s'en sortir seul sans demander l'aide de personne, on comprend mieux de quoi il parle dans sa description des patients en rémission ou en soins palliatifs. Le système est conçu pour nous essorer et non pas pour nous préserver. Ce que l'on a fait en mode surhomme, superwoman, c'est être productif, mais c'est tout. Donc nous sommes nous-mêmes les victimes de ce système robotique, déshumanisant, abusif et prédatorial, qui se fout royalement que vous puissiez avoir des besoins ou que vos enfants en aient. Et d'ailleurs, ce système va capitaliser encore sur vos blessures, en vous vendant des médicaments contre la dépression, ou perdre du poids, prendre du poids. Rien à foutre du besoin de vos enfants. Au contraire, ils étudient l'effet de cette carence parentale et stratégisent encore à ce niveau sur la manière de leur vendre quelque chose pour combler le manque affectif laissé par le système capitalistique. C'est sans fin. Du sucre, des images, de la dopamine par les réseaux sociaux, du gras, des applis. Tout est fait pour capitaliser dessus. Et donc vous êtes fatigué, déprimé, célibataire, essoré, parce qu'au-dessus de votre tête, il y a une architecture qui vous emmerde, vous et vos besoins, même si on va se juger responsable. Pourquoi j'ai pris du poids, pourquoi j'en ai perdu, pourquoi je suis célibataire, pourquoi je suis pas la meilleure maman. On a l'impression qu'on est responsable de tout cela. Sur le tableau, c'est notre nom qu'on voit. On se dit pas, si ça se trouve, le système, ou alors on se le dit pas dans ce lien intime de notre rapport à notre santé mentale, notre rapport à nos enfants, au couple, etc. On pense être le responsable, totalement, foncièrement. D'ailleurs, plus vous êtes vulnérable et docile, mieux le marché se porte. C'est ça, la société toxique. Les enfants ont besoin de sécurité et d'apport nourricier, sans quoi toute leur santé mentale est impactée à l'âge adulte. Et qui capitalise sur cette béance? La société. Vous voulez quoi? De l'alcool, des clopes, des somnifères? On a ce qu'il vous faut. On vous aidera à vous dissocier. Il reconstitue a posteriori ce qu'un organisme sain et en bonne santé sait faire tout seul, se réguler, dormir, être joyeux, ressentir la joie, le bonheur. On vous le prend et puis on vous le revend de manière synthétique. Et puis c'est de votre faute. En même temps, si vous n'étiez pas XY, vous ne seriez pas dans cette situation. Donc ils ont fait une étude en suivant des enfants, dès les premiers mois de leur vie jusqu'à leur trentaine, et ils ont étudié la manière dont les mères se comportaient avec eux, en suivant les variations. Est-ce qu'elles étaient chaleureuses? Est-ce qu'elles étaient parfois négatives, parfois injustes? Et 30 ans après, sans surprise, ceux dont les mères, lorsqu'ils étaient bébés, démontraient le plus haut degré d'amour et de chaleur, avaient le moins de réactivité au stress que le reste du groupe. Vous voyez, même l'anxiété, même votre réactivité au stress. Mais pourquoi je suis stressée, mais j'ai peur tout le temps, etc. Même ça, on ne vous a pas demandé votre avis, ça a été fait sans vous. Il faudrait donc que la société laisse du temps aux parents pour être affectueux vis-à-vis de leurs enfants. Quelque chose d'élémentaire et essentiel, mais c'est tellement menacé qu'il faut parfois recourir à la loi pour le protéger. Et donc lorsque l'on se retrouve en panique, ces émotions sont activées en l'absence d'un attachement sécure dans notre vie, dans notre parcours, dans notre trajectoire. C'est pas de la faute de la personne traumatisée si elle est anxieuse. Nous sommes programmés par l'évolution pour nous attacher et nous connecter aux autres, y compris avant la naissance in utero. On pleure pour activer un comportement affectueux, attentionné de nos parents, et puis le cerveau, nous dit Gabor Maté, a besoin d'exprimer 7 réactions pour se développer correctement. On y va. 1. L'attention. 2. La panique. 3. La peur. 4. La rage. 5. La recherche. 6. Le désir. 7. Les jeux. Ce sont 7 réactions incompressibles, irremplaçables, incontournables, qu'a besoin de développer un enfant. Et il prend l'exemple des parents qui habitent dans des grandes villes, Paris par exemple, New York, et qui ne peuvent pas laisser jouer, crier leurs enfants, qui ne peuvent pas les laisser explorer, aller à la recherche, ou exprimer leur rage, leur panique de manière sonore. Parce que les voisins, les pauvres, eux aussi, ils aimeraient pouvoir exister et connaître la paix.
Sauf que l'enfant qui n'a pas pu s'exprimer, qui n'a pas pu se mettre en colère, être un enfant, qu'est-ce qu'il se dit lorsque ses parents le rejettent? Il se dit qu'il n'est pas digne d'amour, sinon on viendrait le porter, le consoler. Il y a autre chose aussi que la culture nous dit, mais cette fois-ci c'est pas trop favorisé à Paris et à New York, c'est que le nouveau-né, il faut le discipliner. On a tous entendu ça, il faut le laisser pleurer, sinon on va lui enseigner que les parents seront toujours là, et qu'il peut pleurer, et qu'il aura les bras, etc. Et donc on a compris à ce stade de l'épisode que c'est un besoin irrépressible, incompressible, incontournable. Il a besoin de ses parents, il a besoin de ses bras, il est trop petit pour philosopher et se dire il m'aime, c'est un nourrisson. C'est complètement instinctif et tout se base sur le ressenti. Donc lorsque ses parents l'ignorent, il se dit qu'il va devoir se battre pour les satisfaire en grandissant, que tout devrait être une lutte dans cette quête vers l'attachement, qu'il n'est pas digne d'amour en l'état, sinon on viendrait le porter, le consoler, on lui prêterait attention. Et cela va déclencher une hyperactivation de son anxiété et des troubles dépressifs. C'est la science qui le dit. Pourquoi ? Parce que ces 7 besoins dont on a parlé plus haut sont irrépressibles scientifiquement. C'est pas une option culturelle. Chez tout le monde, qu'importe la culture, le milieu, etc., sans ces besoins assouvis, notre potentiel est compromis. Cela nous prive d'une forme de maturité affective, qui heureusement peut s'apprendre dans le temps, en grandissant, mais au prix de grands efforts. La thérapie, et ça dure des années. Et des fois, le résultat obtenu n'est pas forcément pleinement satisfaisant. Donc, on va terminer sur 4 problèmes dans cette première partie soulevée dans le livre. 1, c'est que beaucoup de parents fondent leur relation avec leurs enfants sur la base de comment ils se sentent eux, les parents, pas sur ce qui est reçu et la manière dont cela est reçu par leurs enfants. 2, la sécurité dans l'attachement est un problème, puisque nous devrions avoir le droit d'être précisément ce que l'on est et pouvoir se détendre confortablement dans le fait que tout va bien et qu'il est inutile d'en faire plus. 3, troisième problème, on ne donne pas à nos enfants la permission de ressentir leurs propres émotions. On la remplace par les émotions correctes qu'il est convenable pour eux de ressentir. Donc on ne leur permet pas de ressentir la tristesse, la colère, surtout pas contre nous-mêmes, quel manque de respect, ou la douleur. Donc ils ne peuvent pas ressentir ces émotions et demeurer dans la sécurité affective avec nous. Pouvoir expérimenter la vulnérabilité sans être menacé dans sa relation aux parents est pourtant fondamental scientifiquement pour ne pas développer les symptômes dont on parle dans ce podcast, épisode après épisode. Lorsque un enfant dans notre société fait un caprice, boude, tempête, on l'envoie dans sa chambre. Et par la même occasion, on le met hors de notre vue, car il devient indigne de notre amour. C'est de cette façon qu'il vit cet éloignement. Il apprend donc qu'il n'est pas digne de recevoir l'amour tel qu'il l'est, là, et doit apprendre à ravaler sa colère pour être dans la fusion parentale. Et comme l'attachement est un besoin fondamental, il le fait toute son enfance, jusqu'à l'âge adulte même, puisque à cet âge-là, il ne sait même plus où se trouve sa colère. Mais j'ai beaucoup de personnes en science qui me disent « mais je ne sais pas, je n'ai pas de colère, je suis docile, je ne sais plus où aller ». Donc il pense ne pas en avoir. Et désormais, cet enfant anticipe le rejet, ou même l'adulte, réprime ses émotions réelles pour faire corps. Et vous comprenez pourquoi, 30-40 ans après, on n'y arrive toujours pas. On l'a tout simplement pas appris, ça s'est jamais développé en nous. On n'est jamais arrivé à cette maturation que nous garantit l'apport parental. Et donc cela doit être rebranché manuellement, comme d'apprendre à parler à 35 ans, en gros. Et on aurait dû l'apprendre dans l'enfance, sauf que personne ne nous l'a autorisé, parce que peut-être que leurs parents ne l'auraient pas autorisé non plus, et on pourrait remonter loin. Donc ça a été conscient ou inconscient, mais Gabor Maté nous dit que l'on ne peut pas réellement couper une émotion. Donc si on coupe la tristesse, on coupe les autres émotions aussi, comme la joie, et on se retrouve comme anesthésié, détaché de tout et dénoué de ressenti. Et puis, le 4e problème que ce livre explique, et je vous invite à le lire en entier, il est long, je vous préviens. Le 4e problème, c'est que les enfants ont besoin d'expérimenter des jeux libres pour se développer. Jouer est une nécessité. C'est pas un luxe, c'est pas une gentillesse qu'on leur fait, on va au parc, on va pas au parc. C'est une nécessité pour un développement sain chez tous les mammifères d'ailleurs. Si le néocortex manque de cet élément, nous dit-il, cela peut causer des troubles de type TDAH. Levez la main si, comme moi, vous êtes dans la team TDAH, trouble de l'attention avec hyperactivité dans mon cas. De l'irritabilité, la difficulté à réguler sa joie lorsqu'on vit sous stress et dans le manque. On ne peut pas être concentré. Donc, vous voyez que c'est un sujet riche. Et dans les 2 prochains épisodes, on va continuer l'autopsie de cette société
et donner les solutions. Comment on en sort, comment on se protège, comment on arrive à sortir de ce système toxique. Donc là, ce sera sur Patreon que je devrais vous donner rendez-vous pour les épisodes 2 et 3. Ils seront mis en ligne rapidement, je pense d'ici la fin de la semaine pour le 2e et le 3e la semaine prochaine, j'espère. Et j'aimerais bien savoir ce que vous pensez de tout cela, parce que c'est vrai que c'est des discussions que l'on n'a pas forcément. Et lorsque ces discussions sont portées par un spécialiste qui a quand même un doctorat en la matière, on se dit que ce qui était de l'ordre de l'intuition chez nous, finalement pas si brumeux que ça, pas si vaseux que ça a de la substance, de la consistance, c'est beaucoup de recherche. Donc c'est une discussion extrêmement riche, elle complète parfaitement les autres livres dont on a parlé dans ce podcast, et puis même simplement la lecture de ce podcast lui-même. Donc rendez-vous sur Patreon pour la suite de ces épisodes. Je vais mettre les informations relatives à mon compte Patreon en bas, dans la description de l'épisode. Je continue également de vous accompagner en coaching, donc je vous invite à m'écrire à swanikanga@gmail.com si vous avez des questions. Je fais également de la prise de parole en public. Voilà, beaucoup d'informations, je vous laisse décrypter tout ça. N'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner, et j'espère vous retrouver très bientôt du côté de chez Swani. Au revoir.